Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TLT dans l'actualité de ce jeudi 2 octobre. Le lancement d'Octobre Rose afin de promouvoir le dépistage dans la lutte contre le cancer du sein. L'ouverture de l'espace Clément Ader, première concrétisation de l'Aerospace Valley. Et les péripéties d'un pirate amoureux au théâtre du Fil à Plomb, un spectacle pour les enfants aventuriers. En rose pour lutter. En 2013, le cancer du sein compte encore plus de 12 000 victimes à son actif. La précocité du diagnostic et les progrès thérapeutiques ont quand même permis de diminuer de 1,5% par an le taux de mortalité depuis 2005. Et c'est pour continuer dans cette voie que la campagne d'Octobre Rose insiste sur l'importance du dépistage. Balade dans l'agglomération, sculpture géante, place du Capitole, tous les moyens sont bons pour sensibiliser les femmes. Pascal Solaire. Le dépistage organisé concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans. Depuis 10 ans, elles sont invitées en général par courrier de l'assurance maladie à faire une mammographie tous les 2 ans sans avance de frais et prise en charge à 100%. Chaque mammographie jugée normale bénéficiera d'une deuxième lecture, un gage de qualité. Il faut insister sur le dépistage d'abord parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ne se font jamais suivre. Et quand elles arrivent chez leur médecin, c'est qu'elles ont senti quelque chose. Et on imagine bien que quand la tumeur est à ce point importante qu'on la voit, qu'on la sent, qu'elle fait mal, et bien malheureusement, elle a souvent donné des cellules dans les ganglions, voire dans d'autres organes comme le poumon, et c'est ce qu'on appelle un cancer métastastique. Alors là, la situation est beaucoup plus délicate. Le fait de leur faire une mammographie tous les 2 ans permet tout simplement de dépister une toute petite lésion. Toute petite lésion, ça veut dire traitement relativement facile, entre guillemets, c'est jamais facile d'être traité d'un cancer, mais en tout cas un traitement sans séquelles. Une petite intervention chirurgicale, on n'enlève plus les seins. En règle générale de la radiothérapie, très souvent pas de chimiothérapie. Et au prix d'une surveillance, une guérison quasiment assurée à 95%. Ça vaut le coup. Et pourtant, seuls 52% des femmes concernées en France ont eu recours au dépistage organisé en 2013. Un peu moins en Midi-Pyrénées et 39,2% seulement en Haute-Garonne. Ça rejoint la problématique des inégalités d'accès aux soins. On se rend compte que les personnes qui vivent dans des zones un peu plus, alors soit des zones rurales avec moins de professionnels de santé, de médecins, soit dans des zones un petit peu défavorisées socialement, les personnes ont tendance à limiter leur accès aux soins. C'est pour ça que nous développons le contact téléphonique également, les SMS et le contact téléphonique, de manière à pouvoir expliquer de vive voix aux femmes tout l'intérêt de ce dépistage organisé et sa simplicité. Difficile de passer à côté de ce message place du Capitole. Sous 2 seins gonflables géants, 2 salles sensibilisent le public au dépistage à travers une installation et des projections vidéo à découvrir jusqu'à demain vendredi. La saga des élections municipales se poursuit pour la ville de Colomiers. Le 30 mars dernier, les urnes columérines avaient désigné la socialiste Karine Traval-Michelet, maire de la ville, avec 40,62% des voix, damant ainsi le pion à 198 voix près à son adversaire écologiste Patrick Gimena. Celui-ci a déposé un recours en annulation du scrutin au motif d'abus de faiblesse et de distribution de tracts hors délai. L'audience avait lieu à 14 h aujourd'hui. Le tribunal administratif rendra sa décision à la fin du mois. La maison de la citoyenneté du secteur centre de Toulouse a été inaugurée hier rue Paul Mériel. Ouverte depuis début mars sous l'ancienne municipalité. Elle a reçu pour l'occasion la visite d'élus de droite et de gauche. Alors, à quoi sert une maison de la citoyenneté? Réponse avec Anne-Laure Thomas et François Guinle. Située dans un bâtiment de 600 mètres carrés, la Maison de la Citoyenneté du 5 rue Paul Mériel à Toulouse a pour but de favoriser la participation des habitants à la gestion de leur ville, mais également l'accès aux services publics. Les objectifs principaux, c'est tout ce qui peut permettre au quotidien aux habitants de gérer plus simplement leur vie quotidienne. Donc ça peut être des actes d'état civil, la gestion quotidienne de l'état civil, comme une vraie vie de quartier, comme un petit bourg, et avec aussi une possibilité pour les associations notamment de se regrouper dans le lieu quand elles ont besoin d'une salle pour se réunir et autres. Depuis l'élection de Jean-Luc Moudinque et le retour des mairies de quartier, le lieu abrite également l'équipe municipale en charge du secteur 1. C'est une mairie de quartier avec en plus la proximité rapprochée puisque les élus sont très investis sur ces maisons de la citoyenneté. Donc ça commence par effectivement une permanence ici, un lieu dédié à l'élu du quartier sur cette zone.
Une fois n'est pas coutume, anciens et nouveaux élus se félicitent de ce projet mis en place par la précédente municipalité et conforté par la nouvelle. C'est une grande satisfaction parce que la maison a ouvert le 3 mars et à juger par la fréquentation, on voit que c'était une véritable attente des Toulousains. Cette maison de la citoyenneté est fréquentée par une centaine de personnes par jour. Depuis son ouverture, près de 13 000 personnes s'y sont rendues, dont les 2/3 pour des formalités administratives. C'était ce matin l'inauguration de l'espace Clément Ader sur le site de Montaudran. Ce tout nouveau bâtiment est le premier équipement du futur campus d'Aerospace Valley. L'opération est financée conjointement par l'État, la région, Toulouse Métropole, Météo France et les fonds européens pour une enveloppe globale de 41,75 millions d'euros. Visite guidée avec Marlène Canal et Alain Sorat. L'espace Clément Ader, ce sont 13 000 mètres carrés de laboratoire, de plateformes techniques, de recherche et d'expérimentation. Construit en 21 mois seulement, ce bâtiment, c'est d'abord une prouesse technique. On avait plusieurs contraintes. On avait la contrainte d'abord de la ZAC, c'est-à-dire que tous les éléments techniques ne devaient pas être vus de l'extérieur. Donc il a fallu concevoir une architecture qui permet d'avoir ces éléments techniques, aérés, en plein air, etc. et en même temps non visibles. Donc vous voyez, pour les architectes, c'était un défi intéressant. Voilà. Et l'autre défi, c'est d'avoir la fameuse plateforme de micro-caractérisation qui ne veut aucun champ magnétique et aucune vibration. Donc je ne sais pas si vous voyez le problème, la moindre route fait une vibration. Donc voilà, donc ça c'était les défis. Et la récupération de la chaleur. Car cette chaleur, ce sont les supercalculateurs nouvelle génération de Météo France installés sur la plateforme de calcul intensif qui vont la fournir. Nous avons toute notre puissance de calcul à Toulouse, toute notre prévision numérique se fait à Toulouse et nous avons besoin de calculs de très haute intensité. Vous savez qu'on a ici un calculateur finalement qui est 12 fois plus puissant que celui que nous avions auparavant, 500 000 fois plus puissant que celui qu'on avait en 92. Ça va très vite, ça évolue très vite. Les données qu'on doit traiter sont de plus en plus nombreuses, notamment grâce aux satellites. Et donc il était très important qu'on soit up-to-date, comme on dit, sur ces puissances de calcul. Un exemple réussi de financement public-privé avec Météo France, une synergie aussi entre entreprises régionales et recherche de très haut niveau. À terme, ce sont l'Institut de recherche technologique, l'IRT, et la Maison de la formation qui rejoindront ce premier espace. Transport à présent, le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest qui devrait amener le TGV à Toulouse en 2024 est enclenché. Les futurs aménagements ferroviaires du nord de Toulouse seront soumis à enquête publique du 14 octobre au 8 décembre. Un moment d'information et de consultation du public et notamment des usagers à venir. Jérôme Bolloc. Qu'il s'agisse de la construction d'une ligne nouvelle entre Bordeaux et Toulouse, des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse et de ceux nécessaires au sud de Bordeaux, l'objectif est commun, accueillir la future LGV et établir une complémentarité entre les réseaux. 19 km vont être totalement réaménagés au nord de Toulouse entre Castelnau et Matabiau. Toute l'infrastructure va passer à 4 voies. La voie rapide sera située côté canal latéral. On double les voies, on va doubler à peu près la capacité en nombre de trains capables de circuler sur l'infrastructure, en essayant de classer les trains par vitesse de parcours. Il y aura donc deux voies sur lesquelles circuleront des trains qui caboteront, qui desserviront finement le territoire, et puis 2 voies rapides sur lesquelles circuleront à la fois les trains à grande vitesse, mais aussi les trains TER qui ne s'arrêtent pas finement sur le territoire. Les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse coûteront 566 millions d'euros. L'ensemble du projet s'élève à plus de 9 milliards d'euros. Le financement, il en sera question 12 mois après la fin de l'enquête publique. 2016, on peut dire pour la déclaration d'utilité publique, fin 2015, début 2016. Ensuite, financement, donc ça demande un temps entre les parties. Vous savez que dans les financements, il peut y avoir un financement totalement public qui réunit à côté de l'État, Réseau Ferré de France, un certain nombre de collectivités territoriales. Et puis si je prends l'exemple de la ligne entre Tours et Bordeaux en construction, un partenariat public-privé d'un concessionnaire ou d'un partenaire, suivant les différentes formules de partenariat public-privé. On est dans le créneau de temps. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on continue à respecter ce créneau de temps pour qu'effectivement, en 2017-2018, à la césure des 2 années, on puisse engager le chantier et lancer les travaux. On en a besoin et on va se rapprocher maintenant de Languedoc-Roussillon, une région commune au Languedoc et à Midi-Pyrénées. Il faudra aller plus loin parce qu'il faudra aussi qu'on poursuive pour rejoindre
Montpellier avec la ligne à grande vitesse, et puis l'Espagne, Barcelone. C'est une nécessité absolue si on veut assurer le développement, c'est assurer l'emploi. 23 expropriations seront nécessaires aux aménagements ferroviaires du nord de Toulouse. Une réunion d'information et d'échange se tiendra le 6 novembre à la salle des fêtes de Fenouillet. Rugby, Guy Novès, le manager général du Stade toulousain, est convoqué devant la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby le 8 octobre. Suite à la 5e défaite de son club contre Bayonne le week-end dernier, Guy Novès avait tenu des propos très durs à l'encontre de l'arbitrage. Et pendant le match, dans le feu de l'action, il se serait emporté auprès de l'arbitre de touche, ce dont il devra s'expliquer. Le manager fera le déplacement à Paris en compagnie de Corey Flynn. Le talonneur toulousain doit être entendu suite à son carton rouge reçu lors de cette même rencontre du top 14. Avis aux enfants à présent, les intrépides peuvent embarquer et remonter la Garonne en compagnie du sympathique capitaine Schwing. Et pour suivre les aventures de ce pirate amoureux, il suffit de se rendre au théâtre du Fil à Plomb jusqu'au 25 octobre. Voici un avant-goût du voyage avec Anne-Laure Thomas et Vincent Gonzalez. Bordeaux. La légende de Garona, jouée pour la première fois en 2012 au théâtre du Fil à Plomb, revient dans une nouvelle version à la mise en scène modifiée. L'histoire d'un pirate qui revient dans sa ville natale Bordeaux pour retrouver son amour de jeunesse. Et bien sûr, quand il arrive sur place, la belle a déménagé. Donc commence un long périple tout au long de la Garonne et ça l'amène jusqu'à la source de la Garonne. Depuis 2008, Christian Boucherie exploite le thème de la piraterie pour mettre en scène les aventures du capitaine Schwing. Musicien et comédien passé par le théâtre de rue, l'auteur a attendu d'être papa pour se lancer en solo dans l'univers des enfants, tout en restant attentif au public adulte. Les enfants, c'est un public difficile. Les enfants vont dire « j'aime pas », contrairement aux adultes qui vont pas oser, qui vont dire « ouais, c'était pas mal », alors qu'ils n'ont pas aimé. Donc voilà, c'est franc du collier et moi j'aime ça. Sur la légende de Garona, les adultes viennent me voir, on a appris des choses sur la Garonne, vous nous avez montré des images. Donc on va dire que c'est un spectacle un peu familial, quoi. Ce spectacle de 50 minutes sera joué au théâtre du Fil à Plomb chaque mercredi et samedi jusqu'au 18 octobre et tous les jours du 21 au 25 octobre. Et c'est ce soir l'ouverture du festival Toulouse les Orgues. Et pour le premier concert, vous pourrez retrouver l'organiste Yves Rechsteiner, le nouveau directeur du festival, et le percussionniste Henri-Charles Cagé pour un programme Frank Zappa à l'orgue de la Dalbade. Un son rock à l'orgue, il paraît que c'est possible. Le mélange des styles s'annonce décoiffant tout à l'heure à 20h30 à l'église de la Dalbade. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h avec François Guin. Je vous souhaite quant à moi une très bonne soirée.